Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés où nous allons plonger aujourd'hui dans les finances communales. Et on va y voir beaucoup de rouge. Les unes après les autres, les communes tirent la sonnette d'alarme et se plaignent du fait que des décisions prises à d'autres niveaux de pouvoir viennent grever leurs finances. Alors comment expliquer que le trou ne cesse de se creuser dans un nombre de plus en plus grandes communes et quelle perspective aussi pour les 6 ans qui viennent? On a une petite demi-heure pour comprendre. La première, les clés. C'est une petite musique qui revient très régulièrement, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles. De plus en plus de communes ont du mal à nouer les deux bouts. Les finances communales sont très tendues. Essorés par la crise successive, sanitaire, énergétique, certains n'arrivent même plus à trouver l'équilibre et s'enfoncent dans le déficit. Or, on apprend aujourd'hui que la banque ING refuse de financer 7 grandes villes wallonnes. Pour comprendre les raisons de cette situation de plus en plus critique pour certaines communes, je me suis dit que ce serait plus simple de partir d'un cas concret. Et j'ai passé un coup de fil au bourgmestre de la commune la plus endettée de Wallonie, à savoir la ville de Liège. Secrétariat du bourgmestre, bonjour. Le bourgmestre de Liège, c'est Willy Demeyer, socialiste, mais à la tête d'une coalition PS-MR qui va même s'étendre aux engagés pour la prochaine législature. Et Willy Demeyer ne s'en cache pas, les temps sont durs pour les finances de sa ville, le trou budgétaire y est de plus en plus important. Pour le budget 2025, il nous manque une centaine de millions d'euros, sur un budget de 780 à peu près. 100 millions manquants sur 780, ça veut dire un déficit de 13%. C'est colossal. Alors, essayons d'expliquer les raisons de ce trou béant et commençons par la dépense qui augmente le plus depuis quelques années. Notre principal problème tient à la charge des pensions des agents nommés, puisqu'il faut savoir que les provinces et les communes sont les seuls pouvoirs qui doivent financer eux-mêmes les pensions de leurs agents, puisque tout le reste est financé par la sécurité sociale générale. Et ce qui fait que ce coût des pensions est particulièrement massif pour les grandes villes comme Liège, c'est qu'avec le vieillissement de la population, de plus en plus de fonctionnaires communaux sont à la retraite, dépendant donc des cotisations des actifs, de ceux qui sont toujours au travail. Mais le nombre de fonctionnaires actifs, lui, ne cesse de diminuer puisqu'on nomme de moins en moins dans la fonction publique. Résultat, le différentiel se creuse et doit être compensé par les communes elles-mêmes via ce qu'on appelle une cotisation de responsabilisation qui grandit chaque année. La cotisation de responsabilisation en 2022 était de 40 millions d'euros. Nous avons une charge moyenne de 200 euros par liégeois pour la problématique pension. Un autre problème pour les communes, ce sont les conséquences de décisions prises à d'autres niveaux de pouvoir, en particulier au fédéral. Quand en 2016, par exemple, le fédéral décide d'un tax shift qui baisse l'impôt sur le revenu, cela pèse sur les finances communales puisqu'elles perçoivent ce qu'on appelle un additionnel à l'IPP, un impôt calculé en pourcentage sur base de l'impôt sur les personnes physiques. Mais on peut pointer encore d'autres exemples de choix fédéraux qui se répercutent sur les communes. Prenons le cas du salaire des policiers. Si un avantage salarial est donné dans le cadre d'une négociation nationale aux policiers, nous devons l'appliquer. Alors que la dotation communale représente 66% des recettes de la zone, le fédéral n'intervient qu'à hauteur de 34%, mais c'est lui qui décide pour le statut.
Donc si je devais résumer ça autrement, le fédéral ne finance que pour un tiers, mais c'est lui qui décide tout seul, par exemple, du niveau de rémunération accordé aux policiers. Oui, des avantages ou de tout ce qui touche au statut. Mais le fédéral ne finance que pour un tiers. Là, la dotation communale représente 440 € par liégeois et par an. Et pour les pompiers, c'est un peu pareil. Les modalités sont souvent fixées au fédéral et puis s'imposent aux communes, d'autant plus quand le fédéral ne tient pas ses promesses en matière de financement. La législation fédérale prévoit un financement des zones de secours à hauteur de 50% par le fédéral, alors que pour l'instant, en 2023, 75% est toujours à charge du secteur local, ce qui fait, pour l'ensemble de la Wallonie, 84 millions d'euros, avec une clé pour Liège qui est un 5e à peu près. Mais donc, à vous entendre, il y a des problèmes, je dirais, structurels, mais il y a aussi le fait qu'il y a des promesses ou des engagements du fédéral notamment qui ne sont pas tenus. Oui, au niveau des sapeurs-pompiers, d'une manière tout à fait claire. Hein, donc la loi est votée, mais l'engagement n'est pas tenu. On pourrait ajouter encore l'enjeu des exclusions du chômage, qui alourdit la charge des CPAS. Et puis le coût maintenant de nouvelles mesures décidées au niveau du gouvernement régional wallon, avec moins d'aide à la promotion de l'emploi et une croissance du fonds des communes qui sera moindre que prévu. Tout cela inquiète les communes comme Liège. D'ailleurs, Willy de Meyer ne s'en cache pas. S'il vient de constituer une large majorité pour sa ville, PS, MR et engagé, c'est parce qu'il s'attend à une législature difficile où il va falloir réduire des dépenses. Et il en profite pour rappeler une caractéristique bien spécifique du pouvoir communal. C'est la vocation des communes d'être le pouvoir le plus proche de la population et donc des problèmes, et d'être celui qui recueille à la fin du compte les politiques qui ne sont pas endossées ailleurs. Donc ça, ce n'est pas une découverte et il faut pouvoir l'assumer à partir du moment où on postule une responsabilité à ce niveau-là. Mais c'est clair que les communes doivent être bien financées pour régler les problèmes, faute de quoi on a un mécontentement de la population qui grandira. Alors, quel défi pour les communes dans une législature où des économies se profilent maintenant à tous les niveaux de pouvoir? C'est ce que l'on va voir dans la suite de cet épisode. Et pour cela, on va accueillir Julien Flagotier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un expert des finances communales au sein de l'Union des villes et communes de Wallonie. Alors, est-ce que ce qu'on vient d'entendre là, qui concerne spécifiquement la ville de Liège, est exemplatif d'une situation un peu générale pour les communes wallonnes ? Tout à fait. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites dans l'interview de Monsieur de Meyer. Il a brossé l'ensemble des problèmes auxquels une commune a l'habitude de se confronter. Alors, il a cité ce qu'on appelle par raccourci à l'Union des villes et communes les 4 P, à savoir la problématique des pensions, de la pauvreté, des pompiers et de la police. Et donc, en effet, il y a toute une série de charges qui retombent généralement sur l'échelon local et qui nous viennent d'autres niveaux de pouvoir. Par ailleurs, il y a aussi d'autres décisions politiques, vous l'avez cité en introduction, comme par exemple le tax shift, une réforme fiscale qui peuvent aussi venir diminuer finalement les recettes que perçoivent les communes, comme par exemple au niveau des additionnels à l'impôt des personnes physiques, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il faut aussi noter que les communes sortent quand même de 4 années de crises successives. On l'a cité, la crise sanitaire, suivie de la crise en Ukraine, qui a généré une crise énergétique, elle-même ayant généré une inflation sous-jacente qui a conduit à des difficultés budgétaires croissantes pour l'ensemble des communes de Wallonie. Et donc, est-ce qu'on doit constater aujourd'hui que la situation s'aggrave? Parce que ça fait déjà, je suis retourné un peu dans les archives en préparant cette émission, ça fait déjà un paquet d'années qu'on parle du problème des finances communales, de l'inquiétude. Aujourd'hui, le problème continue de s'accroître d'année en année?
Alors non seulement il s'accroît, mais il s'accélère également. Les communes disposaient jusqu'à encore il y a quelques années d'un bas de laine financier pour les aider à faire face aux différentes crises. On constate que ce bas de laine a tendance à diminuer, fortement diminuer, et que de nombreuses communes doivent de plus en plus recourir à une créativité certaine pour équilibrer leur budget. Il faut aussi noter que le niveau communal est le seul niveau de pouvoir en Belgique qui est obligé de présenter un budget à l'équilibre. C'est-à-dire que les communes sont les seules entités, avec les autres entités paralocales comme les CPS, les zones de police, les zones de secours, à devoir présenter un budget dont les recettes s'équilibrent totalement avec les dépenses. Ce n'est pas le cas du niveau régional, ce n'est pas le cas du niveau fédéral. Mais bon, on sait que le niveau régional, par exemple, peut venir en aide aux communes dans certaines dispositions particulières sur lesquelles on va revenir dans quelques instants. Mais ce que j'aimerais vraiment bien comprendre avec vous, c'est ce qui est la part de difficultés structurelles un peu générales. Vous nous l'avez dit, par exemple, la crise de l'énergie, ça augmente les coûts énergétiques pour une commune, ça provoque aussi de l'inflation, ça veut dire que ça a des conséquences sur les salaires aussi, par exemple, dans une commune. Mais ça, c'est vrai pour tous les niveaux de pouvoir. C'est vrai aussi, par exemple, pour des entreprises, etc. Et ce qui est la part de ce qui revient en cascade des autres niveaux de pouvoir. Parce que c'est ça qu'on entend ici dans ce que dit Willy de Meyer, c'est qu'on a l'impression que les communes se retrouvent à devoir éponger des effets en cascade de mesures qui sont prises ailleurs, un peu comme en étant en dernier ressort, puisqu'on est tout au bas de la pyramide, là où on est le plus proche du citoyen. C'est une part importante, ça, de la crise que connaissent les communes. Est-ce qu'elles sont, quelque part, le témoin d'une crise plus générale des institutions de notre pays ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on constate depuis de très nombreuses années, que finalement, les niveaux de pouvoir supérieurs, donc l'autorité fédérale, l'autorité régionale wallonne, ne prennent pas toujours compte de l'impact que leurs décisions politiques vont avoir sur le niveau communal. Et donc, nous, ce qu'on demande généralement en tant que représentants de l'ensemble des communes et des pouvoirs locaux wallons, c'est que toute décision qui est prise au niveau régional ou fédéral soit neutre budgétairement pour les communes. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une décision impacte la commune, elle n'a pas d'autre choix que de solder le coût qui revient à sa charge. Par exemple, vous avez cité, la commune a pour mission de financer une partie du budget des CPS, des zones de secours, des zones de police. Lorsque l'autre entité qui est censée subsidier ces entités, à savoir l'autorité fédérale, ne remplit pas ses obligations, alors c'est à la commune de compenser cette sous-subsidiation. Par exemple, dans le cas des zones de secours qu'on a évoquées, en théorie, la trajectoire de financement qui était la clé de financement qui a été prévue pour les zones de secours, c'est 50-50, c'est-à-dire 50% à charge du fédéral, 50% à charge des communes. On se rend compte que cette clé de répartition de 50-50 n'a jamais été respectée par l'autorité fédérale et que les communes doivent donc compenser ce qui n'est pas financé par l'autorité fédérale. Oui, donc ça, c'est quand même super intéressant et interpellant par ailleurs. C'est que le fédéral, lui, il peut se dire, bon, finalement, je vais un peu moins financer. Les communes, elles n'ont pas le choix. Elles vont devoir compenser pour que la totalité du financement soit apportée au service qui est attendu par la population. Voilà, les communes sont tenues légalement d'assurer l'équilibre financier des budgets des entités paralocales dont elles dépendent. Comme on l'a dit, CPS, zone de secours, zone de police. Et donc, les communes doivent absolument éponger ce déficit. Avec la particularité que normalement elles sont obligées de présenter des comptes à l'équilibre chaque année, comme vous nous l'avez dit. Et si ce n'est pas le cas, elles peuvent faire appel à des mesures d'aide ou de financement complémentaires, notamment du côté du CRAC, le Centre régional d'aide aux communes. Et justement, Sarah Pousset s'est intéressée à ce CRAC et a voulu savoir comment cela fonctionnait. On va écouter ça. En cas de problème budgétaire, les communes ne peuvent pas emprunter de l'argent, c'est interdit, mais elles peuvent faire appel au CRAC, le Centre régional d'aide aux communes. Isabelle Néméry, directrice générale du CRAC. La mission première, c'est de venir en aide financièrement aux communes qui sont déficitaires via un prêt d'aide extraordinaire à long terme d'une durée de 20 ans. En échange de ces crédits, les communes s'engagent à mettre en place un plan de gestion, c'est-à-dire toute une série de mesures à suivre pour atteindre l'équilibre budgétaire.
Le CRAC, dans ce cadre-là, est censé surveiller les petites communes, doit être associé à toute décision avec un impact budgétaire, associé aux travaux budgétaires. La tutelle sollicite notre avis et on remet notre avis à la tutelle qui est favorable ou défavorable. En 2024, 49 communes étaient sous plan de gestion. Des grandes villes comme Charleroi, Serein, Liège, Mons ou Tournai, mais aussi de plus petites communes comme Oupeil, Floraine, Bastogne, Jodogne ou encore Honnel. Il arrive aussi que ce soit une crise ponctuelle qui provoque une aide du CRAC. En 2001, on a aidé toute une série de communes à prendre en charge leur quote-part dans un déficit hospitalier. C'était notamment le cas pour toute une série de communes luxembourgeoises qui, en dehors de cette difficulté ponctuelle, ne se portaient pas mal. Ces communes-là, la plupart du temps, on bénéficiait une fois d'une aide et puis on remboursait. Et donc, quand une commune rembourse tout, elle n'est plus au plan de gestion. Si le nombre de communes aidées reste plus ou moins stable, le CRAC constate quand même que les demandes de crédit se font de manière plus répétitive et surtout plus importante. En 2023, le CRAC a prêté plus de 325 millions d'euros aux communes. Si c'est un peu moins qu'en 2022, c'est presque 6 fois plus qu'en 2019. 6 fois plus en 5 ans, ça montre bien l'ampleur du problème, Julien Flagotier. Voilà, tout à fait. Ça montre que les communes, que de nombreuses communes se retrouvent dans des difficultés budgétaires telles qu'elles n'ont pas d'autre choix que de se retourner vers l'autorité régionale pour avoir ce soutien du CRAC. Ce qui n'est pas très chouette pour les communes, parce qu'une fois que le CRAC intervient, on l'a bien compris dans la séquence ici de Sarah, ça veut dire qu'on a une sorte d'inspecteur qui est là et qui va devoir valider les décisions, que parfois la tutelle régionale va refuser certains projets parce que la commune est en difficulté financière et qu'on doute de sa capacité à les financer. Donc c'est inconfortable. En tout cas, ça limite un peu la créativité possible pour une majorité communale quand on est sous tutelle du CRAC. Tout à fait. Une commune sous plan de gestion perd d'une certaine manière une certaine autonomie décisionnelle. Ça limite la capacité de décision budgétaire et donc finalement l'ensemble des décisions quasiment qui relèvent de la commune pour les années durant lesquelles elle se retrouve sous plan de gestion. Alors il y a un dossier en particulier, c'était le premier évoqué par Willy de Meyer, sur lequel je voudrais revenir quelques instants. C'est la situation des pensions, la pension des fonctionnaires communaux. On a compris que les communes devaient assurer cette cotisation de responsabilisation pension parce qu'il y a un différentiel entre les actifs qui financent les pensions de ceux qui sont déjà à la retraite. Ces actifs sont de moins en moins nombreux parce qu'on nomme de moins en moins de fonctionnaires et les retraités, eux, sont de plus en plus nombreux, conséquence du baby-boom, notamment, que l'on connaît partout, mais qui est particulièrement criante pour les finances communales. Je regardais les chiffres à ce niveau-là, Julien Flagotier. Si on regarde en 2022, ça coûtait pour l'ensemble des communes wallonnes à peu près 100 millions d'euros. On s'attend pour 2028 à ce que ce soit plus de 300 millions d'euros le financement de cette cotisation de responsabilisation pension, chiffre donné par le journal Le Soir. C'est colossal comme augmentation, 3 fois le montant en 6 ans. Ça va continuer comme ça longtemps ? Alors on s'attend à une augmentation constante de cette fameuse cotisation de responsabilisation jusqu'en 2028. Alors comme vous venez de le dire, ce sont des montants qui sont colossaux et qui représentent des défis majeurs pour un certain nombre de communes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément de solutions qui existent au niveau des communes. Une commune ne peut pas débloquer des budgets illimités pour le financement de ce problème de pension statutaire. Et donc, l'aide de l'autorité fédérale pour régler ce problème est absolument cruciale. On s'attend en effet à ce que la situation continue à être problématique et on parle là d'une vraie bombe à retardement pour les finances communales et pour la santé budgétaire des communes. Donc du côté de l'Union des villes et communes de Wallonie, l'organisation qui vous emploie, on crie un peu à l'aide sur cet aspect-là, de dire aux autres niveaux de pouvoir, région, fédérale, faut pas que vous laissiez les communes toutes seules face au financement de la pension des fonctionnaires, sinon à un moment donné ça va vraiment coincer. À un moment, les finances communales finiront par craquer. Je sais bien qu'on revient souvent avec ce message, mais là, la situation est quand même particulièrement critique et elle va continuer à empirer dans les prochaines années. Quand vous avez un budget communal et que vous avez l'obligation d'équilibrer vos recettes et vos dépenses, finalement, vous n'avez que 4 options. Vous pouvez essayer d'augmenter vos recettes ordinaires,
à savoir par exemple augmenter la fiscalité, ce qui n'est pas quand même quelque chose que les autorités communales privilégient, surtout dans une situation de crise où les citoyens et les entreprises sont déjà fortement impactés. Vous avez une autre solution, c'est de diminuer les dépenses. Alors là, principalement les dépenses de personnel, ce qui signifie licencier du personnel, ce que les communes et l'ensemble des pouvoirs locaux essayent évidemment d'éviter quand elles le peuvent. Elles peuvent décider d'augmenter leurs recettes extraordinaires, donc s'endetter. Mais là, il y a une obligation pour les communes, ou plutôt une interdiction, de financer des dépenses ordinaires comme les dépenses de pension avec des recettes extraordinaires comme des emprunts. Et la dernière solution, c'est quoi ? C'est de diminuer les dépenses extraordinaires, donc c'est-à-dire principalement réduire les projets d'investissement en termes notamment d'infrastructures routières par exemple, ou de les postposer. Mais là également, ça pose de gros soucis puisqu'on constitue une dette cachée à long terme. Donc au final, il n'y a pas vraiment de solution, il n'y a pas vraiment de marge budgétaire pour les communes lorsqu'elles doivent arriver à faire face à une telle difficulté que représente la facture de responsabilisation des pensions. Et pourtant, il y a des mesures qui sont en train d'arriver, et notamment au niveau régional, dans ce qu'on connaît du programme de gouvernement, du nouveau gouvernement wallon. Il y a l'idée notamment de geler l'indexation des points APE, qui aura un impact sur les finances communales. Il y a aussi la fin de la majoration de 1% du fonds des communes, ce qui veut dire, en clair, pour dire très simplement qu'on va ralentir un peu la croissance du financement prévu du fonds des communes. Et ça, vous venez de le chiffrer justement à l'Union des villes et communes. Rien que ces deux mesures-là, qui ne paraissent pas particulièrement spectaculaires, dites comme cela, elles vont déjà avoir un impact assez lourd sur les finances communales pour les années qui viennent. Tout à fait. Alors on a chiffré le coût global de ces deux mesures, donc le gel de l'indexation du dispositif APE pour les pouvoirs locaux, ainsi que la fin de la majoration de l'indexation du fonds des communes que vous venez d'évoquer, à environ 459 millions d'euros à l'horizon 2029. Donc là, on parle bien de l'ensemble de la législature. Alors, nos calculs se basent sur des projections. Donc, les projections, évidemment, restent ce qu'elles sont et se basent sur un scénario de 2% d'inflation annuelle. Si on prend l'exemple des dernières années, l'inflation a été bien au-delà des 2%. Et donc, on est là dans un scénario qui semble probable, mais qui pourrait être pire. Voilà. Au niveau des décisions du gouvernement wallon, il faut quand même noter et saluer également la prise de conscience du gouvernement wallon par rapport à la situation budgétaire compliquée que vivent les communes wallonnes et l'ensemble des pouvoirs locaux. Gouvernement qui a d'ailleurs annoncé la création d'une dotation générale complémentaire, un budget complémentaire destiné à essayer de donner un bol d'air financier aux communes. Mais donc, si je vous entends bien, on a d'un côté un trou qui devrait se constituer de 458 millions sur la législature et peut-être même davantage. Et de l'autre côté, on crée un fonds d'aide aux communes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, en tout cas à première vue, que ce qui est donné d'un côté soit repris de l'autre par des mesures d'économie et que dans le cas d'espèce, ce que le gouvernement wallon a prévu finisse par plus coûter aux communes que de les aider ? Alors, c'est probable. Malheureusement, actuellement, on n'a pas suffisamment d'informations, pas suffisamment de détails sur les montants qui seront octroyés dans le cadre de cette dotation complémentaire. On sait ce qu'on va perdre, on ne sait pas encore ce qu'on va gagner de l'autre côté, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Et donc, il y a de l'inquiétude par rapport à cela au niveau de l'Union des villes et communes, sans savoir encore aussi ce qui pourrait se profiler au niveau fédéral, puisqu'on imagine que des mesures qui restreindraient par exemple les allocations de chômage, ça a aussi des conséquences sur les communes. Voilà, au niveau fédéral, il y a deux risques principaux que nous avons identifiés au vu des discussions actuellement des négociations fédérales. Mais c'est avant tout, comme vous venez de le souligner, le risque que le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale explose suite à l'exclusion du système de chômage d'un certain nombre d'allocataires. Et le deuxième risque, c'est également la réforme fiscale qui est en cours de discussion et qui, comme le tax shift il y a quelques années, pourrait diminuer, si vous voulez, la base de calcul sur laquelle les communes perçoivent des additionnels communaux à l'impôt des personnes physiques. Et donc là, on craint qu'il y ait une perte directe pour les communes.
Et donc, est-ce qu'on s'attend à une législature, là, celle qui se profile là maintenant, où il va falloir faire des choix difficiles dans les communes, peut-être sacrifier certaines choses que l'on fait, peut-être réfléchir à davantage de collaboration, de synergie aussi avec d'autres communes. On est à un moment de tournant, si je puis dire, pour la réflexion sur la façon dont fonctionnent les communes. Alors je pense que les choix difficiles, vu le contexte budgétaire global, et je ne parle pas uniquement des communes et de l'ensemble des pouvoirs locaux, mais également du niveau régional et fédéral, les choix difficiles ils vont devoir être posés, à mon sens, un peu partout. On sait bien qu'il va falloir mener un effort d'assainissement budgétaire important, et que les communes vont devoir également apporter leur pierre à cet édifice d'assainissement budgétaire. C'est sûr que vu la situation compliquée qui s'annonce dans les années à venir, et une situation qui est déjà compliquée d'ailleurs, les communes vont devoir faire preuve de créativité. Vous l'avez cité, augmenter les synergies entre communes et CPAS, peut-être envisager d'autres fusions de communes, comme on va en connaître une entre Bastogne et Bertogne d'ici quelques semaines, et essayer de réaliser des économies d'échelle et en effet faire des choix parfois douloureux, que ce soit en matière de fiscalité, en matière de dépenses, en matière de services qui sont rendus aux citoyens ou en matière d'infrastructures. Je pense que l'ensemble des communes essayeront, à tout le moins, de maintenir un bon équilibre entre ces différentes mesures d'économie afin que le citoyen et les entreprises soient le moins impactés possible. Et face à cette situation, les communes envoient ce message aux autres niveaux de pouvoir: intégrez-nous dans la réflexion sur les efforts budgétaires qu'il va falloir faire à tous les étages, histoire que les communes ne se retrouvent pas en bout de course à devoir éponger les conséquences de choix sur lesquels elles n'ont pas pu se prononcer. Voilà, c'était Les Clés. Merci à Julien Flagotier de l'Union des villes et communes de Wallonie pour ses précieux éclairages. Merci aussi à Laurent Nélissen pour la réalisation sonore de cet épisode. À la préparation, Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Si vous souhaitez aller découvrir ou redécouvrir d'autres numéros des Clés, n'hésitez pas à aller tout de suite sur Ovio ou sur vos plateformes de téléchargement. Et si vous souhaitez nous écrire, une adresse lesclés@rtbf.be. Merci de votre fidélité à ce podcast.